Eh bien, la CNIL, le 9 octobre 2020, s'est intéressée à la reconnaissance faciale dans les aéroports qui prend de plus en plus d'importance. Alors, elle contextualise un petit peu d'abord l'utilisation de la reconnaissance faciale, puis elle édicte des grands principes à respecter. Alors, pour ceux qui sont familiers du RGPD et de la protection des données personnelles, ça n'a rien d'extraordinaire. Mais ça a le mérite d'être rappelé, et puis surtout appliqué à la reconnaissance faciale. Premier principe, il faut justifier la nécessité et la proportionnalité du dispositif. Alors la CNIL donne comme exemple de justification qui serait accordée, c'est la reconnaissance faciale qui fluidifierait l'embarquement des passagers, ça évite la formation de files d'attente et donc la sécurité est mieux assurée. Deuxièmement, il faut recueillir le consentement préalable des passagers concernés. Alors pour qu'il y ait un consentement valable, il faut 3 conditions. Consentement doit être libre, consentement doit être spécifique et consentement doit être éclairé. Alors, consentement libre, ça veut dire que les passagers doivent pouvoir choisir librement d'utiliser le dispositif biométrique, puis si jamais ils ne veulent pas de reconnaissance faciale, à ce moment-là, on doit leur proposer un dispositif alternatif où on reprendra un contrôle classique des pièces d'identité, des cartes d'identité, passeports. Et puis, le passager doit pouvoir retirer son consentement à tout moment. Et qu'est-ce qu'un consentement spécifique? C'est-à-dire que l'accord du passager doit porter spécifiquement sur le traitement des données biométriques. Et on ne doit pas le noyer, ce consentement, dans la masse d'autres choses, par exemple les conditions générales de vente d'un billet. Et puis, consentement éclairé, c'est les informations données doivent être dans un langage clair, accessible, sur le dispositif de reconnaissance faciale, comme sur l'alternative au dispositif de reconnaissance faciale. Et à chaque étape, eh bien, le dispositif de reconnaissance faciale doit vérifier que l'on traite uniquement les données de personnes ayant préalablement consenti. Par exemple, avec une activation des caméras de reconnaissance uniquement après action du passager concerné, une configuration technique floutant les visages qui se trouvent à l'arrière, des panneaux d'affichage et des marquages au sol qui distingueraient les zones de contrôle de reconnaissance faciale et puis des zones de contrôle classique, etc. Et puis, les données biométriques doivent être effectuées sous le contrôle exclusif des passagers concernés. Alors, ça pose un certain nombre de problèmes, dont le stockage des données. Est-ce que ces données dans une base de données qui est cryptée et les informations qui concernent le passager ne peuvent être que décryptées que par lui ou que par des éléments en sa possession? Est-ce qu'il a un support individuel comme une clé USB sur son téléphone portable qui contient les éléments de validation? Et comme ça, on est sûr que c'est bien le passager qui va déclencher l'utilisation de ces données. Alors, tous ces formalismes, c'est bien de protéger, à provocation de protéger les données personnelles. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un équilibre quand même entre sécurité publique, sécurité des individus et puis données personnelles. Et c'est un équilibre extrêmement dur à trouver. Et on arrive, sans aller jusqu'à la philosophie du droit, à un équilibre entre la liberté individuelle et la liberté collective. Et en matière de sécurité aéroportuaire, il faut sans doute privilégier la sécurité collective et espérer peut-être que la CNIL allègera les conditions qu'elle a posées en application du RGPD.